Franck Ferrand. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Hier, nous étions le 12 mai et c'était la journée internationale des infirmières. L'occasion pour Franck Ferrand de saluer le dévouement de ces femmes et leur vocation sur Europe 1. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Avant de saluer les infirmières d'hier et d'avant-hier, permettez-moi de saluer tout simplement les infirmières d'aujourd'hui. Qu'elles travaillent dans des hôpitaux et des cliniques où leur attention, leur tact, leur bonne humeur peuvent véritablement faire des miracles, ou bien qu'elles exercent leur métier de façon libérale et transportent à domicile un peu de soulagement et de soutien. Elles méritent, je crois, un hommage unanime. Et il faut préciser qu'hier, des infirmières ont profité de leur journée internationale pour défiler à Paris. Oui, cette saison. Alors elles ont défilé à l'appel d'un collectif créé sur un réseau social, vous savez, qui compte déjà 35 000 sympathisants. Son titre, ni bonne, ni nonne, ni pigeonne. Il est vrai que le métier, comme tant d'autres en ce moment, est menacé pour plusieurs raisons. Alors nous n'allons pas aujourd'hui entrer dans ce débat brûlant, nous allons plutôt nous concentrer sur les origines du métier et sur le destin de quelques infirmières d'exception, à commencer par la première d'entre elles, Florence Nightingale, à qui Gilbert Sinoué a consacré un ouvrage. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. En France, c'est la première fois depuis longtemps qu'un livre entier est consacré aux infirmières, et pas n'importe quel livre. C'est un bel album richement illustré que nous offre Chronique Édition, avec sur la couverture une Lana Turner en uniforme blanc. Cela s'intitule « La vraie histoire des infirmières ». Et on parle de tout dans ce livre. On parle bien sûr du travail de plus en plus difficile des infirmières d'aujourd'hui, qui sont proportionnellement moins nombreuses qu'auparavant et donc plus stressées et cependant mal payées. On reste dans cet aspect évidemment d'actualité bouillante. On y parle de l'image, de la légende, du fantasme de l'infirmière, tel que nous les ont transmis la photo et le roman photo, le roman et le théâtre, le cinéma, aujourd'hui la télévision qui réserve aux infirmières une place de choix dans toutes sortes de séries. La vraie histoire des infirmières nous propose aussi, et surtout pour ce qui nous concerne, une immersion dans 50 siècles d'histoire, depuis la dentiste du roi d'Égypte, Djéser, 27 siècles avant notre ère, et les esclaves des valetudinariats romains, jusqu'aux grandes dames patronesses inspirées par Saint Vincent de Paul, aux filles de la charité, aux premières infirmières jetées sur les champs de bataille d'une Europe alors à feu et à sang. Comment la profession s'est-elle créée? Quand a-t-elle été reconnue? Je vous dis tout de suite que c'était tard, en 1922 seulement. Comment la piqueuse est-elle devenue peu à peu l'indispensable partenaire du médecin? Voilà quelques-unes des questions auxquelles répond Philippe Dulay dans son livre. Avant d'y répondre pour nous, à ce micro, nous allons y venir dans un instant. Et tout à l'heure dans mon récit, je vais évoquer pour ma part la première révolte des infirmières. Ça se passait sous le règne de Louis XIV. Quant à l'histoire moderne des infirmières, quant à la saga de celle que nous connaissons bien aujourd'hui, elle naît en Angleterre au siècle passé avec Florence Nightingale, que nous allons ressusciter grâce à Gilbert Sinoué en seconde partie de cette émission. Le docteur Ali Hadjei, qui fait la préface de la vraie histoire des infirmières, souligne l'intérêt du travail de l'auteur Philippe Dulay, qui est avec nous dans ce studio. Son livre, écrit-il, rend hommage pour la première fois et de manière historique à ce travail remarquable, quotidien, silencieux que font les infirmières et infirmiers à l'hôpital ou en ville. Le docteur dit bien infirmiers et infirmières, car contrairement à la plupart des métiers qui, longtemps réservés aux hommes, ont tendance en ce moment à se féminiser, eh bien celui d'infirmière, longtemps réservé aux femmes, est en train de se masculiniser. Notez, et c'est un cas unique dans la langue française, que pour une fois le terme générique se maintient au féminin. On parle génériquement des infirmières, encore une illustration du poids de l'histoire.
Un extrait sur Europe 1 de la bande originale du film d'Anthony Minghella, sorti en 96 avec Juliette Binoche, le patient anglais. À tout de suite sur Europe 1. Nous allons plonger au cœur de l'histoire des infirmières. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Elle était infirmière dans un hôpital blanc. Moi j'avais un ulcère qui nageait dans le vin blanc. Elle arrivait de Toulouse, moi j'étais de Saint-Mandé. Y avait rien sous sa blouse et ça me faisait de l'effet. Elle me dit que venez-vous faire en ces lieux de misère. Y a plus de lit, plus de médoc, plus assez d'infirmières. Y a même dans un hamac le ministre de la Santé. Y a une belle crise cardiaque, c'est bien fait pour ses pieds. Pierre Perret sur Europe 1 avec la petite infirmière, Franck. Et la petite infirmière qui nous introduit immédiatement dans l'univers fantasmatique de l'infirmière. On va y venir dans un instant avec Philippe Dulay. Exactement, qui est journaliste, diplôme en histoire de l'art, et auteur notamment de la vraie histoire des infirmières chez Chronique Éditions. Et puis avec nous, Gilbert Sinoué, écrivain, historien, auteur notamment de La Dame à la lampe, une vie de Florence Nightingale, qui est sortie chez Calman Levy en 2008, qui a été rééditée chez Gallimard en collection Folio. Gilbert Sinoué n'a vraiment aucun concurrent dès lors qu'il s'agit de faire flamboyer la vie des grands personnages du passé. Et cette Florence Nightingale, vous nous la rendez plus que vivante, Gilbert Sinoué. Alors avec vous, tout à l'heure, on va essayer de revivre cette destinée extraordinaire. Ça n'a pas été facile, le destin de Florence Nightingale. Il a fallu qu'elle se batte à peu près contre tout et tous. Absolument. Pour imposer ce qui allait devenir un nouveau métier, ce métier d'infirmière. Alors on entendait Philippe Dulay, la petite infirmière de Pierre Perret. Évidemment, pour beaucoup, même si on tombe très vite dans le cliché, l'infirmière, c'est la blouse blanche, ce sont les formes rebondies. En quelque sorte, c'est l'ange gardien peut-être aussi. Oui, c'est l'ange gardien qui est là à notre naissance, qui est là à notre mort, qui est seul dans une chambre et qui a eu une blouse très longtemps. Elle n'a plus de blouse aujourd'hui puisqu'elle a des pyjamas verts uniformes. Oui, c'est nettement moins sexy. Voilà, elle était très en blouse toute sa vie, si je puis dire, toute sa carrière. Et les hommes, encore aujourd'hui, les infirmières demandent dans une chambre, êtes-vous nus sous la blouse, etc. Et quand l'infirmière est dans le civil, on lui pose encore la même question, dont on sont un peu excédés aujourd'hui. Oui, bien sûr. Alors les infirmières, nous n'allons pas revenir là-dessus, parce que nous faisons une émission d'histoire, mais c'est vrai que leur situation est difficile en ce moment. Elles ont sans doute raison de se plaindre dans bien des domaines. On parle souvent des infirmières hospitalières ou des infirmiers, bien entendu. Il faudrait aussi parler des infirmières libérales, qui sont très nombreuses et qui assument une mission essentielle. C'est souvent les vraies piqueuses, les vraies visiteuses qui se déplacent chez le malade, etc., qui est infirme ou impotent, et c'est elles qui sont vraiment les mieux concernées. C'est aussi elles les mieux payées quand même par rapport aux hospitalières. Les 150 qui étaient dans la rue hier, que 150, ont toujours le même problème de revendication salariale et de reconnaissance. Cela dit, toutes celles que j'ai vues sont ravies d'être infirmières aujourd'hui, ne feraient aucun autre métier. Alors, on va parler bien entendu de toutes les grandes fondations, de l'invention du métier lui-même. On va parler de Geneviève de Galard qui se trouvait dans la cuvette de Dien Bien Phu et qui était la seule femme à s'y trouver. Elle est venue nous en parler à ce même micro. C'est un des grands souvenirs de cette émission. On va parler de Léonie Chaptal qui a été la première grande infirmière française. Bien sûr, je l'ai dit, de Florence Nightingale puisque elle est l'objet de la biographie, enfin de ce récit de Gilbert Sinoué. Mais il faut aussi parler de Mary Seacole, me dit une de nos auditrices, dont la vie extraordinaire pourrait faire l'objet d'une émission entière. Et un autre auditeur nous dit la même chose. Alors cette Mary Seacole, c'était un peu la concurrente de Florence Nightingale. On l'a vu, elle était tout à fait contemporaine de Nightingale, et elle aussi s'est rendue en Crimée au moment de la guerre de Crimée. Sauf que comme Florence Nightingale ne l'avait pas choisie parmi les 38 infirmières qu'elle avait emmenées avec elle, eh bien elle a fait le voyage à ses propres frais. C'était un personnage un peu très haut en couleur. Elle venait de la Jamaïque. Absolument. Et si Florence ne l'a pas choisi, c'est tout simplement parce que cette chère dame avait une tendance à picoler pas mal. Et donc ça faisait des ordres dans l'histoire. Mais bon, elle est allée effectivement à son propre compte. En Turquie. Et elle a été très célèbre de son vivant, nous dit-on. Elle a été aussi célébrée, honorée que Florence Nightingale, même si on l'a ensuite oubliée pendant près d'un siècle. Et aujourd'hui, elle est reconnue, notamment pour ses connaissances médicales et pour la pratique médicale qu'elle a développée. Alors, on va venir sur toutes ces infirmières et surtout, nous allons découvrir que ce métier, même s'il ne portait pas tout à fait ce nom et ne s'exerçait pas tout à fait de cette façon, ce métier-là remonte à la nuit des temps. C'est ce que nous allons découvrir dans un instant en compagnie de Philippe Dulay.
Franck Ferrand sur Europe 1. Et je vous rappelle que jusqu'à 14h sur Europe 1, nous sommes au cœur de l'histoire des infirmières, Franck. Nous étions en train de nous demander avec Gilbert Sinoué de quand datait le mot infirmière, tout simplement, Philippe Dulay. Pour être très docte, 1398. C'est précis. C'est la fin du XIVe siècle. Et il vient bien sûr du latin infirmus, qui veut dire l'infirme. Donc c'est celui qui s'occupe des infirmes en général. À une époque, au Moyen-Âge, où les gens mouraient très tôt. Je crois qu'un individu sur deux mourait avant 20 ans. Ça veut dire c'est la mort rôdait partout, pour des tas de raisons, de famine, de guerre, etc. Et d'exode. Voilà, c'est à ce moment-là qu'on s'occupe de gens près des hôpitaux, près des églises, etc. Alors, on sait que Saint-Louis, notamment, a fondé énormément d'hospices dans les grandes villes de France. On a vu peu à peu un certain nombre d'ordres de chevalerie, y compris les moines soldats qui rentraient de Terre Sainte, fonder des hospices, eux aussi, bien entendu, qui là étaient gérés plutôt par des infirmiers d'ailleurs. Mais est-ce qu'on peut dire que la profession existait bien avant? Qu'en est-il dans l'Antiquité, en Égypte, en Mésopotamie, en Grèce? Il y a toujours eu des femmes soignantes, des hommes soignants, puisqu'il fallait bien, etc. Et on a même retrouvé en 9000 avant Jésus-Christ, vous vous rendez compte, sur les squelettes qu'on a retrouvés, des attelles, etc. On savait qu'il fallait immobiliser les malades, etc. Donc il y a très longtemps qu'on soigne. Mais alors, ça, c'est la médecine. Et d'ailleurs, ce qui est complexe dès qu'on parle d'infirmière, je m'en suis rendu compte en préparant cette émission, c'est qu'on a très vite tendance à empiéter sur le monde du médecin et sur celui de l'hôpital, en quelque sorte. Mais l'infirmière en tant que telle, c'est-à-dire celle qui donne les soins, est-ce qu'on en a des traces très antiques? Antique, non. C'est-à-dire qu'il faut arriver vraiment carrément à la Renaissance pour que l'infirmière existe et que c'est-à-dire absolument uniquement une femme. Auparavant, absolument pas. Il y a des gens qui sont d'ailleurs chez les Romains, c'est un esclave qui est infirmier, qui suit les légions romaines, etc. Le valétudinaire, on l'appelait. Voilà, valétudinaire. Donc c'est vraiment des gens qui sont là parce qu'il y a beaucoup de morts au mètre carré, si je puis dire, et qui font office de soins. Oui. Alors c'est donc au Moyen-Âge que tout ça a tendance à se développer. Alors ce qui est très intéressant dans le statut des infirmières, c'est qu'elles sont en quelque sorte des nonnes laïques. C'est-à-dire qu'elles observent une vie, elles prononcent, alors elles ne prononcent pas de vœux, non pardon, mais enfin c'est tout comme, elles prononcent une profession, ce qui est très proche. Elles observent une règle, elles vivent en communauté, il y a de la même façon un réfectoire, un parloir, enfin etc. Sauf que au lieu de consacrer leur vie directement à Dieu, elles la consacrent aux pauvres et aux malades. Parce qu'à l'époque, on ne distingue pas les deux, d'ailleurs. Absolument. Donc, mais ça, c'est toute l'importance du christianisme, de la religion dans l'évolution de l'infirmière et du soin. Il faut donner son soin à l'autre, etc. Et c'est bien Saint Vincent de Paul. Alors là, pour le coup, au XVIe siècle. Monsieur Vincent, auquel on a consacré une émission il y a quelques temps. Appelons-le Monsieur Vincent, qui crée carrément les filles de la charité, qui sont des filles de plein vent. C'est-à-dire, elles sortent des couvents, elles sont dans les rues, et elles soignent tout ce qui traîne dans les rues et tout ce qui meurt dans les rues. Des enfants abandonnés. Il y a la guerre de 30 ans, il y a la Fronde, il y a des cadavres partout, mais quasiment. Alors ce terme, on le voit, ce terme d'infirmier et d'infirmière, on le voit dans toutes sortes de documents d'époque. Je vais raconter dans un instant l'histoire de la révolte des infirmières de Pontoise. C'était au milieu du XVIIe siècle et dans les textes de l'époque, le mot infirmière est constamment employé, mais il n'entre au dictionnaire qu'au milieu du XVIIIe siècle. Ça devient un terme... C'est un terme très récent. Récent en fait. Il a fallu quasiment que Diderot et d'Alembert s'en mêlent et que les encyclopédistes disent voilà, il y a un métier à part entière, un statut, etc. Et ils disent au passage, pour des gens très éclairés du siècle des Lumières, que c'est une profession qui convient mieux aux femmes qu'aux hommes. Les femmes seraient plus propres à faire infirmière que les hommes. Donc s'il y avait encore quelques infirmiers en France, il n'y en aura plus jamais du tout, puisque les infirmières aujourd'hui c'est 80% de la profession. Aujourd'hui c'est 80%? Oui, il y a 500 000 infirmières en France. 500 000, elles montent tous les ans de 3%. L'espérance de vie faisant, on a de plus en plus besoin d'infirmières. Et on projette 550 000 infirmières en 2030. Donc il y a de plus en plus. Il y en a 25 millions dans le monde. Ah oui. Alors justement, le phénomène est loin d'être un phénomène réservé à la France et même à l'Europe. On va voir cette profession se développer un peu partout. Celle qui va lui donner ses lettres de noblesse, c'est donc cette fameuse Florence Nightingale. Quel rôle joue-t-elle essentiellement? C'est une Anglaise qui, on dirait aujourd'hui une tête de cochon, enfin qui résiste à tout le monde, à ses parents, et qui très très vite est une enfant surdouée. Alors elle vit dans un milieu très privilégié. Ses parents ont une immense fortune issue des mines de plomb en Angleterre, dans la banlieue de Londres, et très vite elle se dit qu'elle va sauver, elle va aider l'autre. C'est encore très religieux. Elle dit que Dieu l'a appelée à 17 ans, etc. Voilà. Ce qui est mal vu dans sa famille, évidemment. Et dans sa famille, on lui dit et quoi encore, infirmière, tu es folle, c'est une fille de cuisine, c'est une bonne. Si les infirmières aujourd'hui disent ni conne, ni bonne, ni pigeonne depuis hier, c'est qu'elles veulent absolument pas être religieuses, ni des bonnes. Parce que pendant quasiment 5-6 siècles, elles lavent les carreaux par terre, elles soignent les malades, et elles font des choses extrêmement de bas étage.
Comment l'avez-vous qualifiée? Vous avez dit qu'elle avait une tête de cochon. Une tête de cochon. Ça vous convient, ça, Gilbert Sinoué, qu'on parle comme ça de votre chère Florence? Ça, mais bon, c'est une personnalité très forte, très têtue et extrêmement, j'allais dire, capricieuse. C'est pas le mot. Quand elle veut, quand elle exige, quand elle demande, elle tombe dans des espèces de transes et elle est capable de mimer la maladie et l'infarctus probable pour obtenir ce qu'elle veut. Alors dans un instant, nous allons parler de celle que vous avez appelée la Dame à la lampe, une vie de Florence Nightingale. Auparavant, j'aimerais donc m'arrêter 5 minutes sur cette extraordinaire révolte des infirmières qui a eu lieu au milieu du XVIIe siècle. Europe 1. Le récit de Franck Ferrand. Avec un récit de Franck qui revient maintenant sur Europe 1, sur la première révolte des infirmières. Et oui, c'était sous Louis XIV et c'était à l'hôpital de Pontoise. Alors comment vous décrire cet hôpital de Pontoise dans la première moitié du XVIIe siècle? Imaginez un amas de vieilles bâtisses dont la plupart datent du Moyen-Âge et qui ont été accolées à la muraille de la ville, une grande chapelle, une salle voûtée, une seule et unique salle pour contenir les 40 lits de malades, hein. C'était comme ça à l'époque, vous savez, vous avez vu dans la Grande Vadrouille, vous savez, on a encore ça aux hospices de Beaune. Bon, c'était quand même assez rudimentaire tout ça, et évidemment, on était tout près de l'Oise, ce qui fait que lorsque la rivière débordait, l'hôpital était inondé. Lorsqu'il y avait un siège de Pontoise, et ça c'était relativement fréquent, ça a été le cas notamment le siège de la Ligue, hein, au milieu du XVIe siècle, eh bien les bombardes venaient faire effondrer ce qui restait des vieux murs qui dataient de Saint-Louis, parce que comme un certain nombre de ces hospices qui ont fleuri en France au milieu du Moyen-Âge, celui de Pontoise datait de Saint-Louis, qui avait institué 3 ecclésiastiques qui devaient diriger la maison, 2 convers, 13 religieuses, et puis petit à petit, on peut dire que l'hôpital s'était féminisé et que c'était désormais une dame qui conduisait la maison. Elle avait sous ses ordres 2 douzaines d'infirmières, et toutes ces infirmières étaient à l'époque, alors c'est la différence avec ce qu'on va voir tout à l'heure concernant Florence Nightingale et les Anglais, c'était des jeunes femmes de bonne famille. Alors, qui étaient des novices, il y avait donc une prise d'habit, il y avait une profession, comme je le disais tout à l'heure, hein, mais pour autant, on n'entrait pas tout à fait dans les ordres. Ces femmes se réunissaient en assemblée, il y avait une forme de démocratie à l'hôpital, et elles votaient, alors vous savez, elles votaient au moyen de pois et de fèves. Les pois voulaient dire oui, les fèves voulaient dire non, ou l'inverse, je ne sais pas. Mais en tout cas, on votait de cette façon à l'antique, un peu comme au tribunal de la Boulay, si vous voulez, pour la plupart des grandes décisions concernant l'hospice, et notamment pour celles concernant le recrutement, c'est-à-dire qu'on ne pouvait entrer que coopté dans cet hôpital. Or, voici ce que nous raconte Louis Batiffol, grand érudit du XVIIe siècle et que j'aime à citer. Le 29 janvier 1647, écrit-il, la supérieure Madame d'Ampon, étant venue à mourir, se trouva lui succéder une jeune femme de 27 ans, Madame de Guénégaud, non par le libre choix des infirmières, suivant l'usage, mais parce que la défunte, vieille infirme, l'avait choisie pour coadjutrice avec future succession, appuyée d'une bonne autorisation du roi et d'un bref de Rome. Le roi et le pape soutenaient la nouvelle candidate qui donc avait été nommée. Alors aussitôt, il y a 7 ou 8 infirmières qui commencent à protester, et l'une d'elles, Madame Duval, qui est complètement outrée, va pousser la colère jusqu'à attraper l'acte du roi, la lettre royale, la lettre patente nommant Madame de Guénégaud, et la jeter, nous dit un chroniqueur, dans un lieu si sale et si infect qu'on n'ose pas le nommer ici. Vous voyez ce qu'elle a fait du papier du roi. La coupable sera punie, elle sera obligée de demander pardon à genoux, mais pendant longtemps, Madame de Guénégaud va devoir affronter une sorte de méfiance sourde de la part de toutes les infirmières qui composent cet hospice de Pontoise. Sauf que Madame de Guénégaud est à la fois jeune, dynamique et très riche. Il ne faut pas oublier qu'elle est d'une des grandes familles de France, et elle va mettre la famille à contribution. Son père, sa tante, 2 de ses cousins et puis son frère, tout le monde est littéralement racketté par la dame, qui finit par récupérer pour l'hospice quelques 120 000 livres. Pour tout vous dire, jusqu'ici, la maison fonctionnait avec 10 000 livres de rente. D'un seul coup, 120 000 livres, l'équivalent, je comptais ça en gros, entre 6 et 7 millions de nos euros. Vous voyez, donc c'est une très grosse somme qui va permettre à Madame de Guénégaud de
restaurer complètement l'hôpital, de créer une nouvelle salle de malades, et puis aussi de se fabriquer pour elle un très bel appartement en bordure de l'Oise, un appartement qu'elle meuble somptueusement, où elle fait de grandes réceptions, etc. Donc ça commence à jaser, bien entendu. Et puis, Madame de Guénégaud, avec les grands appuis dont elle bénéficie, va récupérer pour l'hôpital un certain nombre des anciens droits féodaux que lui avait autrefois octroyé Saint-Louis. Et ça, bien entendu, ça n'est pas très populaire. Et dans la ville de Pontoise, on commence à regimber contre cette Madame de Guénégaud qui a récupéré notamment le péage du pont de Pontoise et d'un certain nombre de péages. Et puis enfin, elle va, et ça c'est le plus grave peut-être aux yeux des infirmières, elle va décider de prendre le pouvoir pour elle-même. Jusqu'ici on votait, je vous ai dit, avec des poids et des fèves. Et bien à partir de Madame de Guénégaud, on décide que les votes auront lieu, c'est même plus à bulletin secret, chaque infirmière vient parler à l'oreille de la dame patronesse, on lui dit pour qui l'on vote, si l'on est pour, si l'on est contre, et elle fait son propre équilibre dans sa tête et elle rend sa décision. Autant dire qu'elle devient purement et simplement tyrannique. Alors, les nonnes, ce ne sont pas des nonnes, les infirmières ne se laissent pas faire, elles en appellent à l'archevêque Harlet de Champvallon, qui est l'archevêque de Rouen. À l'époque pontoise, le diocèse de Pontoise est sous la responsabilité de la tutelle de l'archevêché de Rouen. Et bien entendu, comme elle s'appelle Madame de Guénégaud, eh bien l'archevêque va donner raison à Madame de Guénégaud. Et on peut dire que la révolte devient de plus en plus forte. Les infirmières refusent d'accomplir leur service. Elles ne se rendent plus au chapitre, c'est-à-dire aux réunions de l'assemblée, de la communauté. Et puis peu à peu, on voit le clergé lui-même, les prêtres séculiers, des religieux, des docteurs qui se prononcent avec les infirmières contre Madame de Guénégaud. On va d'ailleurs rédiger une sorte de plainte qui est publiée, qui est imprimée contre elle. Et le samedi 28 mai 1661, on devait procéder à un scrutin pour l'admission d'une infirmière nouvelle qui s'appelait Madame Langevin. Et on peut dire qu'il y a 34 personnes qui assistent au scrutin, et bien entendu sur les 34, il y en a 33 qui votent contre, une qui vote pour. Eh bien les pour l'emportent, bien entendu. Madame de Guénégaud, d'un ton assez aigre, déclare que Madame Langevin est admise. À ce moment-là, les dames se lèvent, elles protestent, elles crient, et les voilà qui quittent la salle du chapitre en claquant la porte. Et au bois de Jean-Baptiste Lully, Franck. Au cœur de l'histoire revient dans un instant. Nous sommes en direct sur Europe 1. Oui, le jingle est parti à tort. Parce que vous n'avez pas fini votre récit. Mais non, j'avais encore quelque chose à vous dire sur cette Madame de Guénégaud, impossible, et qui se met à dos toutes ces infirmières. Alors, elle est soutenue, elle, par l'archevêque de Rouen, qui va envoyer des lettres incendiaires à la directrice de l'hôpital, en lui demandant de lire ces lettres en plein chapitre. Vous imaginez l'humiliation pour les infirmières qui sont obligées d'écouter leur archevêque les tancer. Ça fait un véritable scandale jusqu'au jour. Alors, je vous passe les détails. L'archevêque envoie même une mission sur place. Il envoie le père Meige pour lui faire un rapport de ce qui se passe. Le père Meige essaie de ménager la chèvre et le chou jusqu'au jour où l'un des parents d'une des infirmières, qui se trouve être conseiller au Parlement de Paris, un monsieur qui a le bras long, monsieur Dubois-Ménillet, va demander des explications à la supérieure, qui n'est pas capable de lui en donner tellement. Monsieur Dubois-Ménillet fait monter la pression, il incite les infirmières à se révolter ouvertement et à écrire au président du Parlement de Paris, et même mieux, pourquoi pas, à la reine-mère Anne d'Autriche. Et c'est ce que vont faire les infirmières. C'est la célèbre supplique des infirmières de Pontoise à Anne d'Autriche. C'est un document qui est célèbre dans l'histoire et que connaissent les 17e-istes. Et la mère du roi, Anne d'Autriche, est très surprise de ce qu'elle apprend. Alors elle fait elle aussi sa propre enquête, et un arrêt du Conseil du roi, qui en fait est évidemment dicté par la reine-mère, est rendu le 7 avril 1664, qui signifie à Madame de Guénégaud l'illégalité scandaleuse des mesures qu'elle a prises, et qui ordonne que le curé de Saint-Ouen-l'Aumône, donc près de Pontoise, aille confesser les infirmières, leur confère les sacrements librement et sans obstacle, parce que Madame de Guénégaud les avait en quelque sorte un peu excommuniées, et ordonne aux autorités de la ville, au prévôt et au maire, en cas de difficulté, d'aller prêter main forte manu militari à l'exécution de l'arrêt du Conseil du roi. C'est-à-dire qu'on donne pleine et entière satisfaction aux infirmières qui triomphent.
Elle n'aurait pas dû triompher parce que Madame de Guénégaud n'est pas née de la première pluie et encore une fois, je vous l'ai dit, elle a des parents très puissants. Elle va porter l'affaire, elle, devant le Parlement de Paris. Et au moment où va être jugée l'affaire, elle a les meilleurs avocats, elle connaît la plupart des membres du Parlement et évidemment, vous connaissez la phrase de La Fontaine, selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront noir ou blanc. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe. Finalement, à la demande du Parlement, le Conseil du Roi va finir par estimer que les infirmières de Pontoise, selon toute apparence, sont des agitées et des toquées, c'est ce que dit l'arrêt, et il statue que les plaignantes ont tort et qu'elles doivent se taire ou sortir de l'hospice. Voilà un arrêt définitif. Alors, c'est ce que vont faire les unes. Certaines vont se résigner, elles vont se taire et obéir à Madame de Guénégaud. Les autres s'en vont. Madame de Guénégaud, je vous l'ai dit, était jeune. Elle va encore régner sur Pontoise pendant 35 ans. Elle ne s'éteindra qu'en décembre 1689, parfaitement tranquille, dans la plénitude de sa gloire. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Avec une émission consacrée, je vous le rappelle, aux infirmières. Et vous êtes très nombreux à réagir et à vouloir leur rendre hommage, Franck. Eh oui, Chantal nous dit bravo aux infirmiers et infirmières et à leur dévouement. Merci pour cette émission. Je suis infirmière libérale et pour tout l'or du monde, je ne ferai pas un autre métier, nous dit Fabienne. Nous sommes tous les jours au cœur de la vie avec ce qu'elle a de plus beau, mais aussi de plus dramatique. Et oui, bien entendu, c'est précisément toute la noblesse de ce métier. Frédéric nous dit qu'il ne faudrait pas oublier que, il est steward lui, donc il sait de quoi il parle, les premières hôtesses de l'air étaient aussi infirmières, double fantasme, nous dit-il. Et puis c'est Francine qui nous parle d'une pionnière, James Miranda Barry, une autre femme pionnière déguisée en homme pour pouvoir exercer la médecine, dont la rencontre découverte est très bien décrite dans Sébastien Barry. Donc on peut dire que les pionnières ont été nombreuses. On pourrait presque se disputer sur qui était la première. Oui, l'histoire est jalonnée d'infirmières revendicatives, etc., et qui ont fait le métier, si je puis dire, parce qu'il a fallu qu'elles s'extraient de la religion justement à un moment pour être des professionnels à part entière, des expertes reconnues, estimées. Pas la femme qui est derrière le médecin, une vraie experte, etc. On dit souvent que la médecine, c'est pour les médecins, et le malade, c'est pour l'infirmière. Ah oui. Et il fallait qu'elle se batte. Vous me disiez, Gilbert Sinoué, que votre propre épouse était infirmière. Absolument, passionnée, et tellement passionnée qu'à passer 65 ans, elle a replongé dans l'univers médical. C'est une passion, c'est une drogue pour elle, elle ne peut pas s'en passer. Oui. C'est d'ailleurs on peut parler de vocation à ce niveau-là. C'est une vraie vocation, absolument. Et c'est ce qui vous a donné envie de parler de Florence Nightingale? Oui, ça a été une des raisons majeures, parce qu'ayant côtoyé une infirmière pendant toutes ces années, j'ai vu le boulot, la difficulté, le mépris de nos dirigeants et de nos princes à leur égard, et je pense qu'elles font un travail absolument incroyable, magnifique, voilà. Alors Benoît, d'ailleurs, j'en profite et c'est la dernière réaction que je lirai à cette antenne, il y en a tellement, on ne pourrait pas toutes les dire, nous fait observer que les infirmiers et infirmières libérales sont loin de gagner très bien leur vie. Vous avez simplement dit, Philippe Dulay, qu'il et elle le gagnaient un peu mieux que les autres. À peine mieux. C'est ça, à peine mieux. Bon, voilà. Alors, venons-en à notre Florence Nightingale. C'est une jeune fille vraiment de très bonne famille. Au départ, rien ne la disposait à devenir infirmière, bien entendu. Absolument, famille victorienne, comme disait Philippe, extrêmement aisée, extrêmement riche, possédant des domaines, une maison absolument magnifique. Et voilà que Florence, dès son plus jeune âge, est, j'allais dire, appelée, effectivement, parce qu'à 17 ans, elle entend des voix, c'est Jeanne d'Arc, à sa manière, qui l'appelle carrément à s'occuper des autres. Déjà toute jeune, elle soignait ses poupées et elle était passionnée. Elle suivait Est-ce qu'elle est un peu illuminée, si l'on peut dire? C'est certainement une illuminée. Oui. Certainement une illuminée. Bon, cela étant, cette illumination, elle la retourne comme une qualité, puisqu'elle va lui permettre effectivement de briser des obstacles impensables à cette époque. Il faut savoir aussi, on l'a précisé, mais que les gens riches se soignaient chez eux. Eh oui. Les hôpitaux, c'était fait pour les pauvres. Bien sûr. Donc, quand Florence dit à ses parents « je vais être infirmière », c'est une révolution. Ça veut dire « je vais m'occuper des pauvres ». Je vais m'occuper des pauvres. Et puis, sachant aussi qu'en Angleterre, à cette époque-là, au XIXe siècle, les infirmières n'ont aucune lettre de noblesse. Ce sont la plupart du temps des laissés pour compte, des ivrognes, à qui on confie la garde de malades malheureux et pauvres dans les hôpitaux. Et là, plonger là-dedans, pour les parents de Nightingale, c'est une hérésie.
Ah oui. Et on peut dire que le cas est assez différent en France et encore plus différent en Allemagne, puisque à Kaiserswerth, près de Düsseldorf, existe déjà, alors là, une institution où l'on va former des infirmières. Qui est d'ailleurs gérée par des diaconesses. Et Florence, au cours d'un voyage emmené par des amis de la famille, va apprendre, entendre parler de cet hôpital à Kaiserswerth et va vouloir y aller évidemment. Et ça va être le choc où là, elle va véritablement pouvoir assister à de véritables soins, entre guillemets, une propreté, une hygiène qui n'existait pas dans les hôpitaux britanniques. Révolution, et ça lui plaît beaucoup. Disons que ça a un écho en elle qui est considérable. Combien de temps passe-t-elle en Allemagne ? Elle fait 2 voyages. Le premier voyage, elle découvre ce lieu, elle rentre chez elle et elle n'a plus qu'une seule envie, c'est y retourner. Et elle va sombrer dans une dépression nerveuse, mais gravissime, se laisser s'éteindre. C'est pas une nature, elle ne fait rien à moitié. Rien à moitié, à tel point que ses parents s'inquiètent. Et elle va obtenir d'eux de retourner à Kaiserswerth, où là, elle va rester pratiquement 1 ou 2 mois, où elle va apprendre, en quelque sorte, ce métier qui n'en est pas encore véritablement un. On est là en 1853. C'est très important cette date parce qu'on est à la veille de la célèbre guerre de Crimée qui va mettre aux prises Français, Anglais et les Russes, bien entendu. Une guerre de Crimée extrêmement violente et meurtrière. Terrifiante. Et la plupart des malades, des mourants, j'allais dire, sont des soldats qui sont morts parce que les conditions sanitaires étaient effroyables. Alors que côté français, c'était beaucoup plus rigoureux, beaucoup plus construit. Et seulement à cette époque-là, déjà, il y a la presse. Et il y a un journaliste du Time, Howard Russell, qui va commencer à envoyer des articles en Angleterre et qui va raconter cette hécatombe. Et cette espèce d'hécatombe où les gens meurent dans des conditions effroyables et pas à cause de leurs blessures nécessairement. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, les victimes, et on pouvait dire déjà la même chose de la guerre en dentelle du temps du maréchal de Saxe, et encore bien plus au moment des grandes guerres de la Révolution et de l'Empire, un grand nombre des pertes que l'on constate dans ces batailles ne sont pas des pertes dues à des hommes qui sont tués pendant la bataille, mais à des blessés qui ne guérissent pas. Absolument. En fait. C'est ça qui est terrible. Absolument. Et les conditions d'hygiène, c'est ce que va constater Henri Dunant en 1859 sur le champ de bataille de Solferino, et c'est ce qui va l'amener à constituer de son côté la Croix-Rouge, évidemment. Oui, et c'est ce que va constater d'ailleurs Florence, qui, apprenant ce qui se passe, va écrire au ministère de la Défense, au Premier ministre Palmerston, et demander, exiger de faire partie de diriger, de commander un convoi d'infirmières pour partir à Scutari, là-bas, au bord de la mer Noire, et essayer de sauver ces gens. 38 jeunes femmes avec elle ? Oui, majorité étaient d'ailleurs des catholiques, parce que la plupart des soldats envoyés là-bas étaient des Irlandais, catholiques donc. Et elle part avec 38 infirmières. Je crois même qu'elles ont un uniforme, la petite cape bleue, le petit chapeau. Et elles partent là-bas. Alors, il faut imaginer ce que représente cette région du monde en 1853. Cette femme sortant de la haute société anglaise, ou cuir en argent, etc., et qui va là-bas dans ce bout du monde. Et là, il faut dire que c'est quand même... Dans un bourbier plein de sang, et où elle va essayer de mettre un peu d'ordre, un peu de propreté et d'hygiène, bien entendu. Elle se donne sans compter, nuit et jour. Est-ce que c'est de là que vient le surnom de Dame à la lampe qu'on lui a donné ? Parce que non seulement elle accompagne les malades le soir, les soldats, elle les veille, elle écrit à leur famille pour eux, etc. Mais toute la nuit, elle se balade avec une torche. C'est-à-dire qu'elle fait quasiment le SAMU 24 heures sur 24. Elle invente la permanence des soins. Elle est là tout le temps, etc. Effectivement, elle est assez spéciale. Alors, c'est des soldats, comme disait monsieur, l'hôpital est sur des égouts, il n'y a pas de fenêtres. Voilà, les soldats mouraient effectivement de leurs blessures. La Dame à la lampe, c'est le titre du récit biographique de Gilbert Sinoué, consacré à cette Florence Nightingale. Qu'est-elle devenue par la suite ? C'est ce que nous voyons dans un instant. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Prix britannique tout à fait magnifique. Alors avant la Première Guerre mondiale, qui a été peut-être le conflit où les infirmières ont joué le plus grand rôle, il y a donc eu ces guerres du 19e siècle. On disait un mot de la bataille de Solferino, avant encore cette guerre de Crimée. D'ailleurs, nous disiez-vous à l'instant, Gilbert Sinoué, pendant la guerre de Crimée, elle n'était pas la seule, Nightingale. Un certain nombre de personnalités dévouées sont allées s'illustrer sur les champs de bataille au secours de ceux qui souffraient. Oui, entre autres, il y a ce personnage absolument extraordinaire qui était l'équivalent d'un Paul Bocuse à l'époque, un Français, Alexis Soyer, qui apprenant le quotidien
de ces soldats là-bas, la nourriture effroyable qu'ils devaient ingurgiter, se propose de partir en Crimée et de cuisiner dans l'hôpital de Nightingale pour les malades. Alexis Soyer. Et il va concevoir des premiers menus diététiques pour résister au scorbut, entre autres. C'est absolument hallucinant. Et c'est la presse qui va faire sa réputation, et qui va surtout faire la célébrité extraordinaire d'une Florence Nightingale qui rentre en Grande-Bretagne auréolée d'un prestige sans précédent. Hein. Elle est la reine Victoria à cette époque-là. Dans l'ordre, vous le dites. C'est une icône vivante qui débarque. Et chose absolument incroyable, à partir de ce moment-là, cette femme qui me donne l'impression d'être une espèce d'étoile filante va carrément se cloîtrer chez elle et ne plus bouger presque pendant 35 ans. C'est incroyable. Ouais. Pendant plus de 3 décennies, elle est un peu comme l'araignée au cœur de sa toile, si j'ose dire. Elle dirige des écoles, elle forme un très grand nombre d'infirmières. Elle va révolutionner la notion d'hygiène dans les hôpitaux, mais sans bouger. Sans bouger. Elle écrit énormément. Elle publie des ouvrages, bien sûr. Beaucoup. Elle écrit beaucoup, elle se plaint tout le temps. Elle râle, elle est insupportable, elle se met à dos sa famille, sa tante, etc. Quand Philippe Dulay dit qu'elle écrit aussi à de hauts personnages, un peu partout en Europe, parce qu'elle bénéficie de son statut de célébrité. Elle est élevée vraiment parmi les plus puissants. La veuve de Byron était chez elle, Charles Darwin, elle aimait George Sand, donc elle connaît tout le monde, l'histoire de la guerre, etc. Donc elle est très introduite. Elle a cette correspondance tout à fait extraordinaire. Elle ne se mariera jamais ? Non, de mauvaises langues ont imaginé qu'elle était plutôt attirée vers le sexe féminin, mais évidemment, personne n'a couché sous son lit pour nous le prouver. Oui, on n'en sait rien. Elle meurt très âgée, en tout cas. Elle meurt très âgée. Elle aura créé la fameuse Nightingale Training School à Londres, qui fonctionne encore aujourd'hui, que j'ai visité d'ailleurs il y a 3 ans. Et c'était vraiment la première école d'infirmière en Angleterre et qui donnait à ce métier vraiment ses premières lettres de noblesse. J'ai parlé du rôle de la guerre qui a été fondamental. Faudrait pas oublier, par exemple, je dis ça parce que c'était un de mes sujets de prédilection quand j'étais au ministère de la Défense, le cas des convoyeuses de l'air plus tard, qui vont être des infirmières qui seront, alors pour le coup, c'est vrai, à l'origine du métier d'hôtesse de l'air. Oui, absolument. C'est dans le transport du malade, etc. que la vocation aussi s'est accomplie plus tard. Ouais. Les brancardiers et infirmiers de la Première Guerre mondiale vont jouer aussi un très grand rôle. Il n'y a pas que des femmes. Les gens meurent, mais il faut évacuer vers l'arrière, donner une chance de survie à tous les. Et dans toutes les guerres de position, c'est-à-dire dans les guerres où les fronts sont concentrés, évidemment, le rôle des infirmiers et des infirmières est plus important. Ce sera un peu moins le cas au moment de la Seconde Guerre mondiale, même s'il y aurait beaucoup à dire sur un certain nombre de très grandes infirmières qui, pendant cette Deuxième Guerre mondiale, ont joué un rôle extraordinaire. On voit à travers tout ça à quel point l'infirmière a joué un grand rôle politique aussi. On n'a pas le temps d'en parler, mais vous le faites dans votre vraie histoire des infirmières, Philippe Dulay, dire un rôle au moment de la guerre froide. L'infirmière est aussi est à moitié espionne. Ça devient un personnage de fiction fondamental. Oui, elle a pion partout. C'est vrai. Jusqu'à Sarah Bernard, comédienne qui soigne aussi. Par exemple. Il y a vraiment beaucoup de carrières parallèles, si je puis dire, très impliquées. La vraie histoire des infirmières chez Chronique Éditions, c'est de Philippe Dulay, un très bel album. Et puis, bien entendu, de Gilbert Sinoué, La Dame à la lampe, une vie de Florence Nightingale, dont on a fait vraiment là qu'effleurer un certain nombre de chapitres. Et puis votre dernier ouvrage, Gilbert Sinoué, Les Nuits du Caire, publié chez Artaud dans une nouvelle collection consacrée aux nuits littéraires.